Jean-Gabriel Ganassa, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous. Et je pense que vous avez énormément de choses à nous faire partager. Donc, on va avoir un agenda assez dense et passionnant ensemble aujourd'hui. Donc, vous êtes, pour les présentations, vous poursuivez des recherches au LIP6, Laboratoire d'informatique Paris 6, où vous dirigez l'équipe ACASA, au sein du LabEx Hopeville, qui fait collaborer son équipe avec des équipes de littérature de la Faculté des sciences de Sorbonne Université. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous êtes dans l'interdisciplinarité, j'imagine plein de choses intéressantes. Vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et vous faites partie des European Association for Artificial Intelligence dans l'apprentissage des machines et de fouilles de données. Et vos recherches aujourd'hui portent sur le versant littéraire et des humanités numériques, sur la fusion symbolique des données, sur l'éthique computationnelle et sur l'éthique des technologies de l'information et de la communication. On a très, très envie de savoir tout ce qu'il y a derrière. Vous êtes aussi président du comité de pilotage du CHEC, le cycle des hautes études de la culture, président du COMETS, le comité d'équipe du CNRS, et membre du comité de pilotage d'éthique du numérique du CCNE, le comité consultatif national d'éthique. Un grand, grand, grand merci à vous. Donc on va balayer un certain nombre de questions aujourd'hui. Et je vais commencer avec la première. L'intelligence artificielle est à l'origine de pas mal de mythes. Alors, dans l'univers des startups, c'est le mot magique sans lequel aucune levée de fonds n'est possible. Chez d'autres, en fait, intelligence artificielle, ça cristallise des scénarios très noirs où une société déshumanisée, une dictature froide, hyper contrôlante, comme dans les films de science-fiction les pires, numérique, synthétique, ultra aseptisée, faisant de 3/4 de l'humanité des esclaves, des robots. Pour d'autres, et notamment pour des transhumanistes, c'est le viatique d'une société d'immortels avec une intelligence et une puissance augmentée. Pour vous, Jean-Gabriel Ganassia, l'intelligence artificielle, son futur, c'est quoi? Alors, avant de dire quel est le futur de l'intelligence artificielle, je crois qu'il est important de rappeler quel est le présent. Et pour comprendre le présent, peut-être l'histoire est extrêmement utile. Le terme lui-même a été créé de toutes pièces il y a 65 ans à peu près. C'était deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque et qui ont décidé de créer une nouvelle discipline scientifique qui étudierait l'intelligence avec ces objets nouveaux pour l'époque qui étaient les ordinateurs. Vous savez que le premier ordinateur électronique a été conçu, enfin réalisé d'ailleurs, il a été conçu il y a bien plus longtemps, il a été conçu au 19e siècle, mais il a été réalisé en 1946. Et donc, ces jeunes gens qui étaient des mathématiciens se demandaient ce que l'on pourrait faire avec. Et leur idée, c'est que effectivement, on pourrait décomposer l'intelligence en fonctions cognitives, par exemple la perception, le raisonnement, la compréhension, la communication, etc. Et chacune de ces facultés cognitives, on pourrait essayer de les simuler sur des machines. Donc, vous voyez, un objectif extrêmement précis, et ça peut donner naissance à des validations empiriques. C'est une science. Avec l'idée peut-être que toute l'intelligence pourrait être la résultante de ces fonctions cognitives. Mais le but n'était pas de fabriquer un double de nous-mêmes, c'était l'inverse, c'était de mieux comprendre ce que nous sommes en décomposant les choses. Et puis, alors, une fois que ce projet, bien sûr, a été mis en marche, très vite, les gens qui ont fait ça, c'est des Américains très pragmatiques, se sont dit, ben, on va ensuite peut-être pouvoir utiliser ces simulations de fonctions cognitives dans des applications pratiques. Par exemple, vous voyez, si on est capable de simuler la perception, on pourrait essayer de reconnaître la parole, de reconnaître les formes, de reconnaître les visages. De même, on peut essayer de faire du raisonnement automatique, de la démonstration de théorèmes automatiques, etc. Et ça, donc, ça donne un horizon technologique à côté de cet horizon scientifique. Et l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est effectivement l'histoire à la fois d'une science, de l'intelligence, qui va donner naissance ensuite dans les années 70 à ce qu'on appelle les sciences cognitives, et puis d'applications
pratiques qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans la vie de tous les jours. Alors à l'époque, c'était bien sûr des choses très prospectives, et puis ça a pris une ampleur considérable pour des raisons multiples. L'une, c'est le développement des ordinateurs, la puissance de calcul qui s'est accrue dans des proportions tout à fait considérables. Et puis l'autre raison, c'est que avec le web, tous les échanges humains sont numérisés, et toute notre vie sociale étant numérisée, ben, on va pouvoir exploiter les données qui résultent de ces interactions avec des outils d'intelligence artificielle. Mais il y a un troisième sens, et c'est celui-là que vous avez évoqué dans votre question, mais j'ai fait exprès de citer ce troisième sens après, parce que, bien sûr, lorsqu'on prend au sens littéral intelligence artificielle, j'ai dit, ouais, c'est une discipline scientifique, mais ce n'est pas ce qui vient au premier abord. Quand vous ne savez pas ce que c'est, vous ne connaissez pas l'histoire, ben à ce moment-là, vous allez vous dire, intelligence artificielle, c'est le fait de reproduire de façon artificielle, avec des moyens humains, une intelligence. Et là, bien sûr, ça ouvre vers tout un tas d'inquiétudes, de peurs, hein, parce que on va se retrouver devant une machine qui va se substituer à nous, qui va devenir un double de nous-mêmes. Et il y a une espèce de malédiction qui peut s'y attacher, parce qu'on peut avoir l'impression que il y a une forme de transgression d'un interdit, puisqu'on se met à la place du créateur et on fabrique une créature. Alors, de même que l'homme s'est substitué à Dieu, a tué Dieu d'une certaine façon, mais on pourrait imaginer que la machine que nous allons créer nous tue. Et c'est bien sûr ce qui fait l'objet d'énormément de romans, de science-fiction, de films, d'inquiétudes, de déclarations fracassantes, hein, qui, bien sûr, n'ont aucune réalité, mais qui relèvent plus d'une inquiétude un peu fichée au cœur, hein, de notre imaginaire, et qui, bien sûr, aujourd'hui prend une ampleur d'autant plus grande que l'intelligence artificielle, mais la technologie elle-même, les technologies dérivées de l'intelligence artificielle ont une importance plus grande. Et puis aussi, bien sûr, parce qu'on est peut-être dans une époque où il y a des inquiétudes liées à la technique, et en même temps, d'ailleurs, des enthousiasmes, hein, puisque hein, ce qui fera l'objet d'une malédiction d'un côté, donc qui serait la fin de l'homme, j'ai dit, le résultat de cette transgression, ça a pu aussi faire l'objet de projections inouïes. Par exemple, des gens disent, ben voilà, les machines vont être plus intelligentes que nous, mais on va peut-être télécharger notre conscience sur les machines et devenir immortel, continuer à vivre hein, à travers ces machines. Bien sûr, tout ça hein, relève de choses totalement fantasmatiques. Hein. Alors moi, je me suis intéressé, d'abord en tant que scientifique, j'ai travaillé dans ce domaine, je continue à travailler dans ce domaine, mais aussi, bien sûr, cet imaginaire. Hein, j'ai été souvent sollicité pour expliquer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il m'a semblé de mon devoir de dire attention, hein, des choses qui sont dangereuses, hein, parce qu'il y a des conséquences des applications d'intelligence artificielle qui peuvent être problématiques, mais il y a aussi des choses qui sont totalement excessives. Hein, et bien sûr, on peut s'en amuser. Hein. Moi-même, j'ai écrit un petit roman, alors sous un faux nom, hein, ça s'appelle Gabriel Naège, hein, qui est un double de moi-même, puisque c'est l'anagramme de mon prénom. Et c'est vraiment cauchemardesque. Hein, c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère a décidé de se faire télécharger. Et ensuite, il est chargé de l'aider et elle se réincarne sur un robot. Et c'est un robot sexuel. On va comprendre cette dame, hein, elle peut avoir un corps plus jeune, mais lui, bien sûr, ce n'était pas du tout l'image qui... Oui, donc c'est pas du tout l'image qu'il se faisait lui-même hein, de sa mère. Mais donc, tout ça pour montrer effectivement hein, qu'il y a un imaginaire autour des technologies de l'intelligence artificielle qui ne correspond pas à leur réalité. Donc, bien sûr qu'on peut s'en amuser, mais bon, il faut bien essayer de comprendre ce que ça va être. Alors maintenant, quel est le futur? Puisque c'était votre question de l'intelligence artificielle. Ben, je crois que hein, c'est le traitement de toutes les données. Il va y en avoir de plus en plus parce que hein, les capteurs deviennent de moins en moins chers, ils sont de moins en moins volumineux, ils vont pouvoir se disséminer partout. Ce qu'on appelle l'Internet des objets, ça veut dire que nous aurons
dans les maisons, à l'extérieur pour surveiller l'environnement, sur nos habits, tout un tas de dispositifs qui vont prendre de l'information. Et l'avenir de l'intelligence artificielle, je crois que c'est vraiment lié à cela. Vous savez qu'il y a d'ores et déjà des gens qui pensent qu'il y a une nouvelle révolution industrielle qui est en cours, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui justement résulte de l'exploitation systématique de toutes ces données qui vont provenir des capteurs. Et pour cela, bien sûr, on a besoin d'intelligence artificielle. Et qui vont nous apporter quoi? Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous permettre de suivre en direct la réalité. Donc, par exemple, on peut, dans le domaine médical, avoir une surveillance à distance pour savoir exactement quelle est la tension, comment le cœur bat, etc. De même, dans une entreprise, on peut avoir un capteur et donc connaître les processus de façon beaucoup plus précise. Ou pour la surveillance de l'environnement, savoir s'il y a des risques d'incendie, qu'est-ce qui se passe, ou par exemple pour la régulation thermique d'une maison, essayer avec ça, de savoir quand est-ce qu'on a vraiment besoin de chauffer. Peut-être qu'ensuite, avec un apprentissage, on peut se dire, voilà, compte tenu de l'utilisation qui est faite de la maison, on a moins besoin de chauffer à tel moment, il faut plus chauffer à tel moment. Puis, comme il y a une dynamique du calorique, on peut essayer de profiter à partir de tous ces capteurs des connaissances acquises pour réduire, dans la mesure du possible, le flux de chaleur qui sera dispensé. Donc, vous voyez, tout ça, ça ouvre un nombre de possibilités considérables. Oui, pour optimiser, en fait. Voilà, bien sûr. Merci. L'IA qui se programme tout seul, du coup, dans tout ça, ce qu'on appelle le général AI, vous voyez ça bientôt, loin, jamais, et puis vous en pensez quoi? Alors, bon, d'abord, l'IA qui se programme toute seule, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ce qu'on appelle l'apprentissage machine avait justement pour objectif de tirer parti, de faire en sorte qu'une machine tire parti de ses propres expériences pour modifier son propre programme. Et le début de l'intelligence artificielle repose sur cette idée-là. Moi-même, j'ai fait ma thèse d'État sur l'apprentissage machine, où on avait cette idée-là. Mais bien sûr, on sait que cette façon de se reprogrammer ou d'extraire des connaissances à partir de données a un certain nombre de limites. Il y a un certain nombre de scientifiques qui prétendent qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de programmer les machines, qu'elles vont se reprogrammer toutes seules, et à ce moment-là, ils expliquent qu'elles vont pouvoir se substituer à nous. Alors là, bien sûr, ça va très très loin, parce que je crois qu'on n'a aucun élément qui puisse nous dire qu'on aille jusque-là. Alors peut-être pour bien comprendre, il faut savoir que l'apprentissage, donc je viens de le dire, c'est toutes les techniques qui permettent à une machine d'exploiter son expérience ou d'exploiter des données pour dériver des connaissances, pour améliorer son comportement. Et il y a eu énormément de travaux dessus depuis le début de l'intelligence artificielle, même depuis un peu avant, depuis une discipline qui était antérieure, qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait la cybernétique. Mais donc, l'intelligence artificielle a fait des progrès là-dedans, mais ce sont des affaires difficiles. Et il y a une technique qui, dernièrement, a donné des résultats extrêmement impressionnants. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Alors, de quoi il s'agit? On donne des exemples, et ces exemples sont étiquetés. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui va dire, voilà, quelle est la catégorie de cet exemple. Pour l'illustrer, en médecine, en dermatologie, on a pris des photographies de grains de beauté et un dermatologue est capable de dire ça c'est bénin ou ça c'est malin. Et si il a fait ça sur un nombre suffisant de grains de beauté, on peut les donner à une machine et elle va contracter l'information. C'est un peu comme ce qui se passait je crois que c'est à la fin du 18e, au début du 19e, il y a un chimiste allemand qui s'appelait Liebig. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bouillon Liebig. Peut-être que vous avez vu. Je ne la connais pas. C'est extraordinaire parce qu'il s'était dit, il y a énormément de bœuf en Argentine et
les gens meurent de faim en Europe. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qui est nourrissant dans les bœufs, et on va pouvoir nourrir avec les bœufs d'Argentine les hommes qui sont en Europe. Et donc, il a essayé d'extraire à partir de la viande l'essence de la viande. C'était ça son idée initiale. L'huile essentielle de viande. Bien sûr, on sait que c'est pas mauvais le bouillon biologique, mais il y a quand même beaucoup d'éléments nutritifs qui ne sont pas dans le bouillon. Hein, de même, enfin, moi, quand j'étais petit, c'est qu'on donnait aux enfants du jus de viande, parce qu'on pensait que quand on pressait la viande, ce qui était essentiel, c'était le jus, et que le reste, ça ne servait à rien. Et donc, c'est un peu la même chose qu'on fait en intelligence artificielle. On prend ces exemples, puis on essaye de les compresser, et on se dit, on va trouver l'essentiel. Alors, ça marche assez bien, oui, on fait des photos de grains de beauté, puis on arrive, on donne un nouveau grain de beauté, et puis, par analogie à ce qui s'est passé au diagnostic qu'ont donné les médecins sur les autres grains de beauté, automatiquement, le système va vous dire, celui-là, il est bénin, celui-là, il est malin. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a confronté les résultats que donne la machine entraînée sur 130 000 grains de beauté étiquetés avec les résultats que donnent les médecins, et on voit que c'est meilleur. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fond, on est arrivé à extraire le savoir de gens et à fabriquer une machine qui est plus efficace qu'eux. Mais bien sûr, est-ce que ça veut dire que la machine les dépasse complètement? Pas tout à fait, parce que d'abord, c'est de l'extrait de savoir humain. Donc, oui, comme le bouillon levé, c'est de l'extrait de viande, mais là, c'est de l'extrait de cerveau, si je puis m'exprimer ainsi, de l'extrait d'intelligence. Hein. Mais en même temps, on sait bien que le bouillon Liebig, il n'a pas toutes les vertus nutritives des vaches. Ben là, c'est la même chose. Le programme qui fait le diagnostic des grains de beauté, il n'a pas toutes les vertus intellectuelles du médecin, parce que le médecin, d'abord, il sait où photographier. C'est-à-dire qu'il va trouver une lésion sur la peau. Il y a d'ailleurs chez les dermatologues une image intéressante, ils appellent ça le vilain petit canard. Qu'est-ce qui fait qu'on va être attiré et qu'on va regarder vers un grain de beauté? C'est qu'il est différent des autres grains de beauté. Alors, bien sûr, la machine, elle n'est pas capable de faire ça, parce que il faut qu'on lui ait donné le grain de beauté au bon endroit. Et puis ensuite, une fois que la machine a détecté le fait que le grain de beauté était malin, ce qu'elle va faire, c'est que le médecin plutôt, lui, il va prendre en charge ça, c'est-à-dire qu'il va faire une exérèse, il va se dire, voilà, il faut faire un tel ou tel traitement, et ça, vous voyez, la machine ne le fait pas. Donc, vous voyez que c'est une étape particulière, ça peut rendre des services considérables, et bien sûr, il faut dans ce cas-là en profiter, mais ce n'est pas l'intégralité du métier. Plus généralement, l'intelligence artificielle, elle simule un certain nombre d'activités humaines, elle peut automatiser un certain nombre de tâches, mais elle ne remplace pas l'homme, parce que l'homme, ça n'est pas une seule tâche, un métier, ce n'est pas une seule activité, c'est beaucoup d'activités. Et puis, plus généralement, dans la construction des connaissances, il y a des choses, il y a des moments où on exploite des choses acquises, et puis il y a des moments où il y a des bouleversements conceptuels, ce qu'on appelle les changements de paradigme. Et là, l'intelligence artificielle n'est absolument pas capable de faire ça automatiquement. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle qui se programme toute seule, ça existe, c'est possible, ça peut rendre de très grands services, en particulier les techniques d'apprentissage machine, et puis les techniques à la mode qu'on appelle l'apprentissage profond, mais il y a énormément de limites à ce que c'est capable de faire. Merci beaucoup de toutes ces précisions qui donnent beaucoup de clarté, je pense, à tout le monde. Alors, l'intelligence artificielle, c'est aussi une affaire de données. Vous parliez justement de ce qu'on mettait dans le bouillon à infuser ou d'intelligence qu'on donnait à la machine. Alors, donc, dans la question des données, il y a celle des algorithmes, est-ce que du coup ça biais? Il y a la question des biais, mais il y a aussi finalement ces données-là, en fait, quelque part, comment elles sont utilisées, et puis qu'est-ce que ça peut nous faire, en fait? Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un compte Gmail et qui n'ont pas désactivé les fonctions, en fait, sont géolocalisées en permanence, tracées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour nous? Et puis, alors, on voit que tout ça a été très mis en avant par la crise sanitaire actuelle, ce qui est finalement pas inintéressant, parce que ça a permis au grand public de réaliser ce qui se passait, à quel point on est déjà suivi et d'une certaine manière. Et puis, il y a la question de nos données de santé, qui sont des données particulièrement intimes, fragiles, sensibles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette affaire de données? Est-ce que c'est un problème que nos données de santé soient centralisées sur
des serveurs peut-être Microsoft. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Où sont les limites à mettre ou pas? Où sont les dangers? Où est-ce que... Alors bon, la première chose, c'est l'importance des données. Je crois que, il faut bien comprendre que les techniques d'apprentissage machine que je viens d'évoquer, fonctionnent à partir de données. Et on a dit que les, récents succès qu'a enregistré l'intelligence artificielle sont en grande partie dû à ces techniques d'apprentissage machine. Alors, première chose, il y a d'autres techniques d'intelligence artificielle qui ne demandent pas de données, hein, et elles sont importantes. Hein. On a tendance aujourd'hui à les passer sous silence pour des raisons marketing. Hein. On met l'accent que sur un aspect, mais les autres aspects existent. Hein. Ça, c'est le premier point. Hein, et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, hein, en particulier tout ce qui relève de la simulation du raisonnement, des ontologies, etc. Hein, ça n'est pas lié aux données. Alors maintenant, effectivement, les données, hein, on l'a dit tout à l'heure, et en particulier les données étiquetées, sont vraiment essentielles, et c'est un peu le pétrole du futur. Sur des questions, hein, c'est d'abord comment les acquérir, c'est pas simple. Hein. D'ailleurs, une grande partie de l'activité aujourd'hui consiste à acquérir des données. Si on veut faire des systèmes de recommandation, il faut trouver tout un tas de subterfuges, tout un tas d'astuces pour acquérir des données, hein, pour demander aux gens ce qu'ils aiment. On se fiche complètement d'eux, mais en réalité, hein, si on veut savoir ce qu'ils aiment, c'est parce qu'on veut les profiler. Hein. Et donc on n'arrête pas de le faire, hein, en particulier, hein, dans tout ce qui est publicité ciblée. Hein. C'est que les modèles économiques des grands acteurs de l'Internet reposent justement sur, hein, cette catégorisation, hein, des individus pour arriver à leur donner, à avoir des publicités qui ont un taux de retour extrêmement important. Ça se fait justement avec ces données. Donc ça, c'est deuxième chose. Donc comment arriver à acquérir des données et des données étiquetées, hein, et c'est vraiment très problématique, très, très difficile, hein, et la création de valeur est liée aux données. Puis ensuite, troisième point, c'est le fait que ces données, lorsque ce sont des données personnelles, ce ne sont pas toujours des données personnelles. Hein. Par exemple, hein, si vous faites de l'astronomie, vous allez avoir des photos d'étoiles. Ce n'est pas très personnel, les photos d'étoiles, hein, même si on leur donne des petits noms. Hein, et si on a chacun notre étoile, hein, les étoiles en elles-mêmes ne sont pas, en tant que photos, ne sont pas très personnelles. Mais donc, il y a d'autres données qui sont des miettes de nos vies. Hein. Par exemple, chaque fois qu'on fait une requête sur un moteur de recherche, hein, et d'ailleurs, les gens n'y prêtent pas attention, hein, mais oui, pendant longtemps, on se disait attention, les ministères, il faut que ce soit protégé, qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. Puis ce qui est bizarre, c'est que les employés des ministères, quand ils vont rencontrer quelqu'un, en général, ils ont l'habitude de googler son nom, hein, c'est-à-dire de le taper, hein, ce qui fait que, hein, Google est capable de suivre à la trace l'activité, hein, dans tous les secteurs de l'administration. Donc effectivement, hein, ce sont des données qui sont certainement très, très problématiques. On n'en a pas assez pris conscience, hein, jusqu'à présent, et il va falloir bien sûr qu'avec le temps, on le comprenne. Par exemple, hein, pour beaucoup d'entre vous, vous avez certainement un compte Google, et si jamais vous avez un téléphone Android et que vous n'avez pas fait attention, ben vous avez tout l'historique de vos déplacements qui se trouve enregistré. Et donc, à la minute près, vous pouvez savoir, et d'autres peuvent le savoir, bien sûr, ce que vous avez fait. Non seulement vous avez ça, mais en plus, vous avez les photos que vous avez prises. Hein, et donc, là encore, hein, tout ça, c'est quand même une très grande intrusion dans votre vie privée. Donc, bien sûr, hein, il y a des précautions à prendre. Et parmi ces données très personnelles, il y a les données de santé. Alors, ces données de santé, bien sûr, c'est ce qui a fait l'objet de tout un tas d'interrogations à partir du système Stop Covid que la France voulait mettre en place. Mais il faut bien mettre en regard d'autres données de santé qui sont les données de l'assurance maladie et qui, là encore, hein, existent extrêmement longtemps. Alors, les administrations sont extrêmement précautionneuses, mais pour essayer de valoriser ces données, on a décidé depuis quelque temps, hein, suite à la rédaction du rapport sur l'intelligence artificielle par Cédric Villani, de mettre en place ce qu'on appelle le Health Data Hub, c'est-à-dire de regrouper toutes ces données de santé pour permettre aux médecins de les exploiter. Et là, bon, quelque chose d'assez mystérieux, hein, on a décidé de confier la gestion de ces données à Microsoft. Alors, c'est peut-être pas complètement terminé, mais c'est vrai que si ça se faisait, ce serait extrêmement ennuyeux parce que c'est une solution qui passe par un acteur international, hein, et donc c'est une perte de souveraineté sur ces données, d'autant plus que les législations américaines sont très, très différentes des nôtres. Alors, je crois que, bien sûr, il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on défende une forme de souveraineté dans
l'utilisation des solutions numériques. Hein. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on se coupe du reste du monde, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de secteurs clés et que ça, ben, il faudrait les donner à des acteurs français ou européens, mais pas à des acteurs chinois ou américains, parce qu'on sait qu'ils sont des politiques qui sont extrêmement différentes des nôtres et des ambitions qui ne sont pas du tout les nôtres. Et d'ailleurs, on a des expériences malheureuses, hein, de ce point de vue-là. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement attentif. Il faut bien comprendre que ce sont des enjeux politiques majeurs aujourd'hui et ce sont des enjeux de société. Et qu'est-ce qui peut être fait encore aujourd'hui pour que ces données, elles restent sous la souveraineté nationale, voire européenne? Je pense que ce qui peut être fait pour que ça reste, c'est qu'on en prenne conscience. Et par exemple, hein, au moment de la mise en place de Stop Covid, hein, juste avant, Apple et Google ont décidé qu'ils allaient avoir un protocole d'accord entre eux et qu'à partir de ça, ils allaient développer une application. Et comme ils ne voulaient pas de concurrence, hein, ils ont décidé que leur système, ils l'autoriseraient sur leur téléphone, mais qu'ils n'autoriseraient pas d'autres systèmes. Et quand la France et l'Allemagne ont voulu développer un système commun avec une architecture un peu différente, ils avaient besoin de rentrer dans le système d'exploitation des téléphones portables pour pouvoir modifier la gestion du Bluetooth, parce que ça passait par le Bluetooth. Et là, Apple leur a envoyé une fin de non-recevoir. Mais ça veut dire que si on veut vraiment s'opposer à ça, ben, il faudra un jour qu'il y ait une industrie européenne dans le secteur des télécommunications et du traitement de l'information pour ne pas être soumis aux volontés, à l'arbitraire, hein, de ces grands groupes. Alors c'est extrêmement difficile parce que ils ont pris des positions extrêmement importantes, que les instances de la Commission européenne sont pénétrées, hein, elles sont soumises au pouvoir d'influence de ces grands acteurs. Il n'y a pas une réunion dans laquelle il n'y a pas ces grands acteurs. Comme ils ont énormément d'argent, ils sont capables, hein, de dépêcher énormément de lobbyistes, hein, à l'intérieur de ces institutions. Et je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la population européenne, et puis bien sûr qu'ensuite cette prise de conscience, hein, soit suivie par une compréhension par les hommes politiques des enjeux qu'il y a derrière. Mais jusqu'à présent, la difficulté, c'est que les hommes politiques étaient d'une autre génération, d'une autre culture, et ils avaient du mal à comprendre ce qu'il y avait comme enjeu majeur derrière le numérique. Ouais, je comprends. Merci beaucoup pour ces éléments, c'est vraiment bon d'avoir cette clarté. Dans une interview, je crois que c'était sur France Culture, je ne suis pas sûre, vous avez expliqué: avant qu'une intelligence artificielle ne vienne nous annoncer quelque chose d'aussi fracassant, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'héliocentriste et la relativité, demandons-nous plutôt ce qui conduit les grandes sociétés de l'Internet à donner crédit à de tels discours. Pour vous, la réponse est claire, avez-vous dit. Je pense qu'ils ont un agenda politique et qu'ils racontent un mythe, une histoire qui nous fait peur et obscurcit les vrais dangers. Alors, les vrais dangers, c'est quoi, Jean-Gabriel Canessa? Oui, alors peut-être pour expliquer quand même le contexte, hein, c'est que nos acteurs nous expliquent, comme je l'ai évoqué tout au début, que nous allons soit être soumis au pouvoir des machines, par exemple Elon Musk nous dit qu'elles sont extrêmement dangereuses, soit au contraire que les machines vont nous guérir de tous les maux et que on ne mourra plus, hein, on va devenir, on va vivre beaucoup plus longtemps et on va même éventuellement devenir immortel. Sûr, ça relève de fables dans les deux côtés. Hein. Elon Musk, par exemple, hein, quand il nous explique que les machines sont très dangereuses, il dit « mais moi, je vais vous sauver ». Et pour nous sauver, il nous dit bah, « je vais, et il a monté une entreprise qui va le faire, hein, je vais insérer dans vos crânes, sous votre cerveau, des puces électroniques qui vont permettre d'étendre la mémoire. » C'est vrai que ça fait rêver, parce que on n'aura plus besoin d'apprendre les choses ennuyeuses comme les déclinaisons latines, hein, ou les verbes irréguliers anglais. On mettra juste le bon module et on saura tout ça par cœur. Alors, d'abord, c'est totalement farfelu parce que les résultats de la neurobiologie ne nous permettent pas d'espérer pouvoir constituer une mémoire comme ça. Puis une mémoire, c'est pas juste un dispositif de stockage d'informations, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors, donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Alors, mon analyse, c'est qu'en réalité, il nous raconte des histoires pour nous faire rêver ou pour nous faire peur. Et derrière, il y a une espèce d'écran de fumée qui est jeté sur la réalité. Et la réalité, c'est qu'ils sont en train de prendre un pouvoir de plus en plus considérable dans le monde d'aujourd'hui et qui risque encore de s'accroître dans le monde de demain. Et plus généralement, je pense qu'ils ont au-delà de leur agenda économique, puisqu'ils ont déjà des réussites financières beaucoup plus considérables que jamais personne n'est arrivé à faire en quelques années. Souvent, c'était des gens qui ont commencé relativement jeunes et ils sont riches de façon vraiment très étonnante. C'est une rapidité avec laquelle les capitalisations se sont faites qui est très surprenante. Mais je crois qu'au-delà, ce qu'ils ont comme ambition, c'est de se substituer aux États. Il faut bien comprendre que l'idéologie politique qui est derrière beaucoup de ces grands acteurs de l'Internet, c'est ce qu'on appelle le libertarianisme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des libertaires, c'est-à-dire des anarchistes, ce ne sont pas des libéraux, mais ils veulent aller bien plus loin, c'est-à-dire qu'ils veulent se dégager totalement de l'influence de l'État, ils veulent rivaliser avec les États. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'a manifesté Apple dans la crise du Covid, ou lorsque des États européens leur disent écoutez, est-ce qu'on pourrait négocier il leur dit non, 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 mais nous, on ne veut rien avoir à faire avec vous. Et d'ailleurs, vous êtes dangereux, parce qu'ils ont expliqué que la centralisation des données était certainement quelque chose de néfaste. Et c'est nous qui allons faire les choses. Et donc, je crois qu'ils ont la volonté d'assumer à la place des États ce qu'on appelle les attributs de la souveraineté, et en particulier les attributs régaliens. Effectivement, si on reprend, ils essayent oui, on fait de nouvelles monnaies. Vous savez que le privilège des États, c'était battre de monnaie, mais c'est avec le Bitcoin, par exemple, c'est de battre monnaie, ou même Google aide à lever l'impôt en faisant des photos mais ça peut être la sécurité intérieure, ou avec la reconnaissance de visage. Ces grands groupes vont permettre d'authentifier un certain nombre de criminels, etc., ou établir un score social, par exemple, tel que les Chinois sont en train de le faire, mais ça peut être aussi sur le cyberespace pour mettre en place des nouvelles attaques, des nouvelles formes de guerre. Aujourd'hui, la guerre, c'est plus simplement terre-air-mer comme avant, les trois arts, mais c'est terre-air-mer et terre. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles formes de violence et d'opposition. Et là, bien sûr, ce sont des grands groupes industriels qui ont des puissances non seulement défensives, mais aussi offensives, qui sont vraiment considérables et qui rivalisent, bien sûr, avec les États. Et on peut continuer dans le domaine de la justice, par exemple, avec la justice prédictive. Différents groupes voudraient éventuellement se substituer aux États. Vous voyez, donc c'est important de voir qu'il y a cette volonté de ces grands groupes industriels de rivaliser avec les États, et on peut imaginer effectivement que l'évolution du monde va donner à ces nouveaux acteurs une puissance beaucoup plus considérable que celle qu'ils avaient auparavant. Oui, surtout à une époque où le pouvoir des États est remis en cause, même parfois par les citoyens eux-mêmes qui votent pas beaucoup. Tout à fait. Et d'ailleurs, la crise du Covid, de ce point de vue-là, est très illustrative, puisque d'un côté, il y avait une crainte par les citoyens de voir l'État centraliser les données. Et je pense que ça tient au fait qu'on regarde souvent dans le rétroviseur de l'histoire, c'est-à-dire qu'on craint ce qui s'est produit dans le passé. On a l'imagination qu'on imagine qu'un État va devenir totalitaire. On va essayer de faire intrusion dans notre vie privée. Or, il y a une fragilité des États considérable. Et en revanche, il y a de nouveaux acteurs qui sont, nous laissent entendre qu'ils sont très gentils, mais qui, lorsqu'on a affaire à eux, montrent clairement qu'ils ont une puissance colossale et surtout qu'ils sont... Bien sûr, il n'y a aucune... Oui, dans un gouvernement représentatif, les élections permettent
faire évoluer les choses, tandis que eux, ce n'est pas possible. Hein. Le directeur de Facebook, hein, le propriétaire de Facebook ou de Google, peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a aucune possibilité pour les citoyens de les mettre en cause. Donc on a effectivement, je crois... On a juste le boycott quand même. On a encore le boycott, mais on peut avoir des solutions alternatives. Oui, on peut, mais ce n'est pas du tout facile. Hein, et d'autant plus qu'ils maîtrisent les communications. Et c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous expliquer qu'ils vont faire la censure à la place des États. Hein, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que c'est eux qui vont retenir l'information qu'ils jugent mauvaise. C'est-à-dire que là, justement, les États sont dans une telle situation de faiblesse qu'ils n'ont plus la capacité d'établir la censure. Bon, dans un État totalitaire, l'État censurait tout. Donc, bien sûr, nous, on est content qu'il n'y ait pas de censure, mais à un moment donné, il faudrait la reconstruire, cette censure. Parce qu'il y a des choses dont on réalise, même si pendant longtemps on pensait qu'il fallait que rien ne soit interdit, mais il y a des choses dont on se rend compte qu'elles sont problématiques. Parce que soit elles sont complètement fausses, soit elles sont dangereuses à différents égards. Et bien, ces grands groupes industriels nous disent c'est nous qui allons faire ce tri. Et bien sûr, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire qu'ils peuvent biaiser totalement l'information et que nous n'avons aucun pouvoir face à cela. Oui, donc finalement, le danger vient peut-être beaucoup moins de l'intelligence artificielle en tant que telle que de la façon dont elle est utilisée avec des agendas politiques de grands industriels, en fait, aujourd'hui. Exactement. Je crois que c'est bien ça qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas les machines qui sont dangereuses, mais ce sont les hommes qui se cachent derrière les machines et qui les utilisent à leur profit. Et du coup, derrière tout ça, en fait, on voit qu'en bioéthique, en fait, finalement, on a mis en place un certain nombre de règles éthiques pour qu'il y ait des choses qui ne se passent pas, comme le clonage humain. Est-ce qu'autour de l'intelligence artificielle, de ces grands acteurs, des choses seraient possibles à faire ou des concertations sont à l'œuvre? Enfin, est-ce que vous travaillez avec des comités éthiques d'autres pays? Qu'est-ce qui peut se passer, en fait, pour conserver à la fois la souveraineté nationale, quelque chose qui soit de l'ordre de la cohésion nationale, la cohésion de la liberté des personnes? Alors, depuis quelques années, il y a énormément de groupes qui se sont réunis pour aborder ces questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Et ça part effectivement de cette conscience, de l'importance que prend l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours et des conséquences que cela peut avoir. Malheureusement, les groupes qui ont été lancés ont été par des industriels de temps en temps, par des États, par des entités supranationales comme la Communauté européenne ou l'UNESCO, et ce sont essentiellement des juristes qui s'en sont occupés. Donc le but est de parvenir à une régulation, à établir des normes, à établir des règles extrêmement contraignantes. Alors ça a deux inconvénients, c'est que d'abord, ça risque de stériliser un peu l'innovation, mais surtout, si on les ajoute les unes aux autres, elles sont à la fois extrêmement contraignantes, mais surtout elles entrent en conflit les unes avec les autres. Et un certain nombre de gens nous ont dit, effectivement, on va prendre modèle sur la bioéthique. Mais bien sûr, les choses sont beaucoup plus compliquées dans le champ de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple. Les grands principes de la bioéthique, vous savez que c'est bienfaisance, c'est-à-dire que si vous donnez un traitement, il faut qu'il soit justifié par quelque chose, pas gratuitement, non malfaisance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effets indésirables, autonomie de la personne, c'est-à-dire qu'on doit donner le consentement, on doit demander le consentement de la personne, et puis justice, il faut que s'il y a un traitement, qu'il puisse être donné à tout le monde. Alors, est-ce que ces choses-là s'appliquent? Alors, il y a des gens qui nous disent oui, ça s'applique, mais en réalité, c'est difficile parce que est-ce que Facebook, est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est malfaisant? On voit bien que ces catégories qui sont appropriées à des traitements ne le sont pas à des techniques d'intelligence artificielle ou des solutions d'intelligence artificielle. Et puis, grands principes que ces comités d'éthique ont émis entrent en contradiction les uns avec les autres. Je vais donner un exemple. On est tous pour la protection de la vie privée.
En tout cas, c'est difficile aujourd'hui de dire non, 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 je pense que la vie privée, c'est. Moi, d'ailleurs, je pense que c'est un peu. Moi, je pense, mais au risque de scandaliser un peu, que l'idée de vie privée, c'est un peu l'idée petite bourgeoise. Mais peu importe. En tout cas, normalement, la population est quand même pour la défense de la vie privée. C'est que bon, il y a quand même des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Mais en même temps, aujourd'hui, on est dans une époque de transparence. On aime la transparence. En tout cas, c'est difficile de dire ah moi je suis un militant de l'opacité, il faut le secret, etc. Ça n'irait pas du tout. Et si on est à la fois pour la transparence et pour la protection de la vie privée, on voit qu'il y a une contradiction, parce que, bien sûr, la protection de la vie privée, ce n'est pas la transparence. Alors là, il y a des gens comme la Quadrature du Net, ils disent « Ah ouais, mais la transparence pour les puissants, c'est qu'on veut tout savoir de nos gouvernants, et puis la vie privée pour les petits, les hommes, que nous sommes tous. Mais en réalité, nous sommes tous l'un et l'autre à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, un avocat, un professeur, un médecin, il est à la fois une personne privée, qui a des difficultés de fin de mois, etc. Et puis en même temps, il est dans sa fonction, il doit être transparent. On va prendre un exemple très concret. Un instituteur, c'est pas dans la hiérarchie sociale, quelqu'un qui a, je veux dire, des moyens considérables. En même temps, il est essentiel pour la vie de nos enfants. Et comme il est essentiel pour la vie de nos enfants, on voudrait s'assurer que ces mœurs ne sont pas incompatibles avec ce qu'on veut pour nos enfants. Mais c'est-à-dire qu'on veut essayer d'aller dans sa vie privée pour savoir qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses relations, etc. Donc vous voyez, c'est effectivement un problème. Puis on peut aller bien plus loin. Par exemple, on est contre la discrimination. Bon, c'est difficile de dire, je suis sûr que vous n'allez pas être pour la. Mais en même temps, je suis sûr que vous dites qu'il faut une politique inclusive. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour être inclusif sans être discriminant? Donc vous voyez que tout ça, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'émettre des principes, il faut qu'il y ait une réflexion, qu'on comprenne bien quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés. Et donc, je crois qu'il est important d'avoir une réflexion éthique sur l'utilisation des technologies, mais ça ne passe pas simplement par des juristes ou par des comités d'éthique qui vont émettre des règles générales. Et ça passe par qui, du coup? Justement, je pense que c'est ça, je crois, qu'il va falloir dans le futur essayer de faire, c'est d'abord avoir une culture, se rendre compte des enjeux, des difficultés qu'on va rencontrer. Par exemple, si on développe des technologies, moi je me souviens qu'on avait travaillé dans un projet où on devait s'occuper de petits systèmes avec des capteurs, de petits systèmes autonomes dans la maison. Et là, il y avait entre autres une entreprise qui voulait faire des outils pour aider les diabétiques. C'est tout à fait bien. Et donc, pour aider les diabétiques, donc d'abord, il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Donc déjà, c'est un peu intrusif quand même pour savoir s'ils ne mangent pas trop de graisse, etc. Mais bon, ça peu importe. Et puis, il y avait quelque chose d'intéressant, c'était d'abord le modèle économique. Il nous avait dit, pour que ça marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux assurances de payer ces boîtiers. Alors là, c'est quand même drôlement embêtant, oui. Donc, c'est ça. Et puis, deuxième chose, il y a une chose pour les diabétiques, il faut savoir combien de temps les gens vont aux toilettes, combien de temps ils y restent. Et donc, ils avaient fait des capteurs dans une maison pour les diabétiques et il y avait des capteurs dans les toilettes. Donc, ça, c'est quand même. Donc, oui, tout ça, je pense que chaque fois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une culture, une sensibilisation au problème que ça peut poser et éventuellement être capable de regarder quelles sont les tensions. Mais simplement, ça veut dire qu'il faut se soucier des modes d'appropriation, des mésusages possibles et les anticiper. Et c'est ça, je crois, qui est essentiel. Et c'est ça, je crois, qu'il va falloir faire dans le futur. Peut-être qu'il faut faire intervenir des consultants extérieurs qui ont l'habitude, mais en tout cas, ce n'est pas juste avoir des règles, c'est beaucoup plus compliqué, c'est chaque fois une réflexion. Et l'éthique, c'est d'abord de la réflexion. Et c'est ça, je crois, qu'il est important d'avoir avec les nouvelles technologies de l'information. Oui, c'est un sacré chantier. C'est un sacré chantier à mener, à développer, je veux dire. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Sur quoi vous aimeriez conclure moi, j'aimerais conclure, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle et il est vrai que ces technologies peuvent être mal utilisées. Mais surtout dans nos pays, en Europe, je crois qu'il faut aussi se dire que l'avenir va passer par l'emploi de ces différentes technologies. Et pour ça, je crois qu'il faut regarder le futur, pas simplement avec des yeux inquiets,
mais aussi se demander qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec l'ensemble de ces technologies. Je pense que dans tout un tas de domaines, hein, que ce soit le domaine de la santé, le domaine des interactions sociales, on peut utiliser ces technologies, que ce soit aussi dans le domaine de l'environnement, hein, où on va bien sûr se confronter dans les années qui viennent à des questions extrêmement difficiles. Et là encore, hein, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important. Hein. La crise du Covid que nous venons de vivre, les technologies d'intelligence artificielle ont joué beaucoup de rôles, pas simplement avec Stop Covid, mais par exemple pour essayer d'anticiper la pandémie, les modèles, certains d'entre eux faisaient appel à de l'intelligence artificielle, pas tous, il y avait des modèles mathématiques, mais aussi pour essayer de mieux comprendre les mécanismes par lesquels le virus entre dans les cellules, on peut faire appel à des modélisations avec de l'intelligence artificielle. Et on peut multiplier tous les exemples d'exploitation de données avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour exploiter les connaissances, il y avait des milliers d'articles qui ont été publiés sur le Stop sur Covid, et là, l'intelligence artificielle peut aider à tirer la soupe scientifique moelle et nous permettre d'aller sur les bons articles qui concernent une recherche en particulier. Donc voilà, tout ça me laisse entendre qu'il y a au contraire beaucoup d'ouverture, beaucoup de potentialité. Et moi, c'est pour ça que je travaille dans les humanités numériques, parce que je crois que non seulement les sciences dures vont bénéficier de l'intelligence artificielle, mais aussi les sciences d'érudition, les sciences plus traditionnelles, c'est l'intelligence qui est augmentée avec l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas une machine qui est substitue à l'homme, c'est une machine qui permet à l'homme d'aller plus loin dans sa compréhension des choses et qui permet de ce fait de pouvoir essayer d'avoir une vie meilleure. Vous auriez un exemple à nous donner pour conclure de recherche que vous faites? Oui, par exemple, dans le domaine de la littérature, puisque je travaille avec des littéraires, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire le fait que les auteurs ne sont pas isolés dans leur coin, mais qu'ils utilisent d'autres auteurs, des sources de travail. Et donc, on essaye de repérer automatiquement des expressions qui trahissent le fait qu'ils ont employé d'autres choses, qu'ils ont soit fait des références à des auteurs du passé qui sont les mêmes que celles d'autres auteurs, ou même que, par exemple, on prend Balzac, il a lu un certain nombre d'auteurs de son époque et de scientifiques, et on essaye de retrouver ces traces dans l'œuvre de Balzac. Voilà. Vous captez l'air du temps, en fait, un peu. Voilà, c'est ça. Merci infiniment, Jean-Gabriel Ganassia, et merci infiniment pour cet échange, pour toutes les explications que vous avez données et la clarté que vous nous apportez. Merci. Au revoir.